on va s'intéresser ici aux dipôles, au programme et aux conventions, donc récepteurs et générateurs. Donc on va commencer par les conventions. Donc on considère un dipôle qui a donc deux pôles, une entrée et une sortie, et un courant I donc qui traverse le dipôle. La tension U aux bornes du dipôle, donc justement suivant les conventions, on va la mettre soit dans ce sens-là, et ce sera la convention récepteur. Donc où U et I, les flèches de U et I sont tête bêche. Et dans ce cas-là, quand on s'intéressera à la puissance donc reçue par le dipôle, cette puissance s'écrira tout simplement UI. Évidemment, si on veut la puissance fournie par le dipôle, on peut l'exprimer également, ce sera moins la puissance reçue, donc ce sera ici moins UI. Donc on utilise souvent cette convention pour les récepteurs, justement les dipôles passifs, qui vont recevoir de l'énergie, mais on peut éventuellement, ce n'est qu'une convention, on peut évidemment l'utiliser pour n'importe quel dipôle. La convention donc générateur, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a le dipôle avec le courant I qui entre dans le dipôle, et la tension U cette fois-ci est dans le même sens que I, donc c'est la convention générateur. Et la puissance, donc cette fois-ci, si on veut calculer la puissance reçue par le dipôle, du coup ce sera moins UI, c'est-à-dire qu'effectivement cette puissance est pratique quand on veut calculer la puissance fournie par le dipôle, qui est moins la puissance reçue par le dipôle, et donc qui va s'écrire UI. Avec cette notation-là, U et I dans le même sens. Donc évidemment c'est intéressant d'utiliser cette notation quand on utilise un générateur, mais comme précédemment, on peut l'utiliser pour n'importe quel dipôle. Alors, on va s'intéresser donc justement maintenant aux différents dipôles. Donc, il y a d'abord les dipôles dits passifs, c'est-à-dire qu'ils vont recevoir de l'énergie. Donc, pôle, on a la résistance. Donc, on note grand R. En convention, donc récepteur, qu'on a défini précédemment, on a I et U qui sont dans des sens opposés, et la loi qui régit ce dipôle est une loi linéaire avec U qui est proportionnelle à I. Donc si on trace I en fonction de U, qui s'appelle la caractéristique du dipôle, on pourrait tracer aussi U en fonction de I, traditionnellement on trace I en fonction de U, on se rend compte que donc c'est une droite, ça fait I égale U sur R, hein. Donc c'est une droite qui passe par l'origine de pente 1 sur R. Donc caractéristique linéaire. Si on calcule la puissance donc qui est reçue par ce dipôle, ça va être en convention récepteur telle qu'on l'a choisi UI, c'est-à-dire RI carré. Ce sera aussi donc ce qu'on appelle la puissance dissipée par effet Joule dans la résistance. Alors, si maintenant on s'intéresse à un deuxième dipôle passif qui est la capacité, donc notez grand C, qui est en farad, la résistance, donc capacité C en farad. Donc nous avons un dipôle qui est constitué de deux armatures, qu'on appelle aussi plaques, chargées donc avec une charge plus Q d'un côté, une charge moins Q de l'autre. Entre les deux, donc on a un isolant. Donc il n'y a pas de charges qui peuvent passer entre les deux plaques à l'intérieur du condensateur. Et donc le sens du courant traditionnel que l'on note ici, il est forcément dans ce sens-là, puisque le sens du courant, c'est le sens des charges, de parcours des charges positives. Et donc, quand les charges positives arrivent sur la plaque de gauche, elles vont s'accumuler, ce qui donne bien une charge plus Q ici, et dans l'autre sens, du coup, une charge moins Q. Et la tension U, donc en convention récepteur, sera donc tête bêche avec le courant. Et la relation qu'on a ici, pour ce dipôle, c'est que la charge, c'est égal à C fois grand U, la tension, donc, enfin petit u ici tel que je l'ai noté, donc qui est la tension aux bornes du condensateur. Donc pour trouver le lien entre I et U, il suffit d'écrire que I c'est dQ sur dt, et on va donc trouver ici que I c'est grand C du sur dt. Donc évidemment une loi un petit peu plus compliquée que pour la résistance.
une capacité est capable de stocker de l'énergie, et l'énergie stockée donc dans le condensateur de capacité C, ce sera 1/2 de CU carré. Alors, il nous reste donc la bobine avec une inductance grand L qui se mesure en Henry. Donc l'idée en fait c'est qu'on a un bobinage, c'est-à-dire un fil qu'on enroule plusieurs fois sur lui-même, ce qui va nous permettre d'obtenir une inductance grand L. Donc on a vu en induction effectivement que tout circuit pouvait avoir une inductance grand L, c'est le coefficient d'auto-induction en fait. Mais il est d'autant plus grand que le fil est enroulé un grand nombre de fois. Donc on modélise justement par une petite bobine avec toujours en convention récepteur une tension U aux bornes de la bobine qui vaut grand L dI sur dt. Donc loi qu'on a retrouvée avec l'induction. Et l'énergie qui peut être éventuellement stockée dans la bobine va s'écrire 1/2 de grand L I carré. Donc voilà pour les dipôles passifs que vous devez connaître. Si maintenant on s'intéresse aux dipôles actifs, donc c'est ce qu'on va appeler des générateurs. Ici, donc on doit tenir compte de différents cas. Donc le générateur de tension idéale. Donc c'est un générateur. Alors du coup on va utiliser la convention générateur avec I donc qui est dans le même sens que la FEM force électromotrice et U donc dans le même sens que I. C'est un générateur de tension idéale, ça veut dire simplement que U c'est égal à petit e, donc la FEM du générateur, quel que soit le courant qui passe à l'intérieur. Donc évidemment, la puissance qui va être fournie par le générateur, en convention générateur, donc c'est UI, c'est-à-dire ici c'est petit e fois I. Si on trace la caractéristique de ce générateur, on va donc avoir I en fonction de U égale E quel que soit I, donc ça nous fait une droite verticale qui passe donc par U égale E. Donc maintenant le générateur de courant idéal. Donc il est symbolisé soit comme ceci, soit avec deux cercles comme ça, avec un courant donc I0. Donc toujours pareil en convention générateur, donc avec U et I dans le même sens. On va avoir cette fois-ci le courant qui passe, donc qui est délivré par le générateur, qui vaut I0 qui est constant, quelle que soit la tension à ces bornes. Et donc, alors de la même façon que tout à l'heure, on va avoir la puissance fournie par le générateur qui vaut UI, c'est-à-dire U I0, et la caractéristique I en fonction de U, qui cette fois-ci est une droite horizontale qui passe par I égale I0. Donc, dernier cas à connaître, c'est le générateur réel. Alors en fait, on va tenir compte des pertes dans le générateur en les modélisant par une résistance, et c'est ce qu'on appelle donc le modèle de Thevenin. Donc le modèle de Thevenin, c'est-à-dire que je suppose que j'ai toujours mon générateur de tension de FEM petit e, constante, mais j'ai rajouté en série une résistance grand R. Donc tout ça constitue le générateur réel. Et donc, on note toujours en convention générateur I, le courant qui passe dedans, et U, la tension aux bornes du générateur. Et donc, en écrivant la loi qui régit ce générateur, on a la tension U qui vaut la tension E plus la tension aux bornes de la résistance. Cette fois-ci en convention, attention autour de R, puisqu'on est dans ce sens-là. C'est dans le même sens que I. On est en convention générateur, donc on va avoir U égale moins RI. La tension aux bornes de la résistance qui vaut moins RI. Donc U va valoir petit e, moins RI cette fois-ci. Et du coup, quand on trace la caractéristique, alors si on trace I comme précédemment en fonction de U, je vois bien sûr que I est égal à E
sur R moins U sur R. Donc je vais avoir une droite de pente négative qui passe ici en U égale E et ici en I égale E sur R. Voilà. Donc voilà la caractéristique du générateur. Donc si on s'intéresse maintenant, juste petite application, à ce qu'on appelle le point de fonctionnement, c'est-à-dire on va faire un exemple tout bête, où on a simplement un générateur donc réel par exemple, donc petit e, avec la résistance du générateur, je vais la noter RG, EG, donc ça c'est le générateur, et puis donc je vais mettre générateur, et je vais faire un circuit tout simple avec une résistance grand R. Donc j'appelle I le courant dans le sens de la FM du générateur, et j'ai cette tension U ici, qui est à la fois la tension aux bornes du générateur et la tension, donc en convention générateur, puisque U et I pour le générateur sont dans le même sens, et U est aussi la tension aux bornes de la résistance en convention récepteur, puisque pour la résistance, U et I sont dans le sens opposé. Et donc, on voit que le U doit valoir à la fois EG moins RGI, tension aux bornes du générateur, mais doit valoir également RI, tension aux bornes de la résistance. Donc en fait, si vous tracez sur un même graphe les deux caractéristiques des deux dipôles, donc là je vais tracer la caractéristique, celle qu'on vient de faire pour le générateur réel, donc avec EG sur RG ici, et puis EG ici. Oui, ici c'était le même E, hein, c'était le petit E qu'on avait là. Donc, et si je trace d'autre part, vous vous souvenez la caractéristique de la résistance que j'ai mis tout là-haut, qui était là, une droite de pente 1 sur R qui passait par l'origine. Donc ici, une droite de pente 1 sur R qui passe par l'origine, donc ça c'est pour la résistance. Et là, c'était donc pour le générateur. Vous voyez que ces deux droites se coupent en un point, ici, qui va être justement le point de fonctionnement. Donc c'est ça à la valeur de I ici et la valeur de U qui vont être les valeurs de courant et tension dans ce circuit, les seules valeurs qui peuvent fonctionner, puisqu'on a les deux caractéristiques qui doivent être vérifiées en même temps, donc on n'a que ce point d'intersection comme point de fonctionnement possible.